La notion d'agilité organisationnelle est de plus en plus en vogue dans le monde du travail. Plusieurs entreprises voient l'agilité comme un gage de succès. Certaines ont même créé le poste de Chief Agility Officer ou vice-président agilité. Dans le cadre du management responsable, l'agilité ne réfère pas uniquement à des pratiques que l'on retrouve dans le domaine de la haute technologie. Elle correspond plus fondamentalement à une manière d'aborder la gestion du changement et la gestion de crise. Commençons d'abord par laisser la parole à la professeure Carole Lalonde, qui nous invite à aborder la notion d'agilité avec un regard critique. Alors, le concept d'agilité est un de ces concepts pour lesquels on peut difficilement discuter ses vertus, si on peut dire, mais son application dans le domaine du management, je dois vous dire, m'effraie plus qu'il ne m'enchante actuellement. Qu'une organisation veuille donner le meilleur service au moindre coût à un client, comme prémisse, je pense que ça fait bien du sens. Mais ce qui fonctionne bien sur papier ne fonctionne pas nécessairement toujours bien dans la réalité. Alors, par exemple, quand on dit à une infirmière qu'elle doit diminuer son temps auprès du patient parce que certaines de ses activités ne constituent pas une valeur ajoutée pour l'entreprise, bien là, j'avoue que là, ça me déroute un peu. D'autant aussi que l'agilité est reprise dans des approches que moi, je qualifie de néo-tayloriennes, c'est-à-dire c'est un peu le nouveau taylorisme des années 2000, avec le Lean Management ou le Six Sigma, avec tout son système de certification auprès des administrateurs. Alors, c'est un peu comme si on récompensait les administrateurs pour des efforts qui sont faits, en définitive, par les employés, parce que c'est eux qui sont les plus touchés par le fait de devoir couper ou d'aller plus vite auprès de leurs clients. Alors ça, j'avoue que personnellement, ça me fait débarquer un peu. D'autant que ces approches-là sont présentées un peu comme le One Best Way Management, comme si on pouvait les appliquer un peu tout azimut. Je préfère de loin des approches qui ont été mises de l'avant par le Tavistock Institute, par exemple, qui ont mis de l'avant plutôt des approches qu'ils ont qualifiées de socio-techniques, c'est-à-dire qu'ils considéraient à la fois le système technique, donc comment l'opération, la logistique d'une organisation fonctionne, mais qui tenait compte également du système social, c'est-à-dire du bien-être des employés et du climat de travail. Alors, dans la mesure où l'agilité rejoint les deux ensemble et non pas qu'une seule, et qu'un ne se fait pas au détriment de l'autre, bien oui, là, j'achète le concept d'agilité en management. Les changements dans le monde du travail aujourd'hui sont très nombreux. On parle même de change fatigue, fatigue du changement. Il y a une sorte de saturation par rapport au changement. Ce qui est important par rapport au changement, c'est de bien faire ce que j'appelle l'accompagnement humain de ce changement-là. Et non pas juste la conduite du changement en tant que tel, mais mettre l'être humain à travers ça. Je considère que pour beaucoup de personnes au travail, le changement est ce que j'appelle un épisode de vie. C'est parfois une transformation assez importante sur les manières de faire, avec qui je vais travailler, quels sont les nouveaux outils que je vais devoir utiliser, quels sont les nouveaux objectifs que l'organisation se donne par rapport à ce changement-là. Et étant donné que c'est un épisode de vie, bien, il faut savoir comment interagir avec ça. J'ai écrit un papier il y a quelque temps et je disais, en contexte de changement, cessez d'informer vos employés. Et je voulais dire à travers ça qu'aujourd'hui, le défi dans l'accompagnement humain du changement, c'est pas de informer, informer et informer, c'est de dialoguer, dialoguer et dialoguer. C'est de répondre aux questions des gens. Il n'y a pas meilleure manière pour que les gens adoptent un changement que tout simplement leur demander « Avez-vous des questions par rapport à ce projet-là? » et d'y passer une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures s'il faut, qu'à répondre à leurs questions. Parce que plus vous allez répondre à leurs questions, plus ils vont avoir d'éléments qui vont les sécuriser, plus ils vont avoir confiance en vous aussi parce qu'ils vont sentir qu'il y a de l'écoute à ce moment-là. Et il n'y a pas mieux pour justement s'assurer du succès de ce changement-là. Donc, moi, je parle beaucoup plus, qu'au lieu de parler simplement de conduite du changement, d'accompagnement humain du changement et d'y insérer cette dimension peut-être un peu plus, je dirais, émotive, de sentir les gens et pas d'être juste dans un modèle, des fois, trop analytique sur le changement. Pour gérer le changement dans les organisations, je considère que c'est important de travailler
principalement au niveau de la culture organisationnelle. Donc, ce qui est important de changer, c'est la culture, mais encore plus, il faut absolument travailler sur le niveau le moins visible de la culture organisationnelle, c'est-à-dire les présomptions qui sont prises pour acquises, les croyances aussi qui sont prises pour acquises, c'est-à-dire toute la question des routines organisationnelles. Très souvent, quand on va dans les organisations, on demande aux gens « Pourquoi vous faites les choses ainsi? Pourquoi vous faites les choses de cette façon-là? » Les gens nous répondent « Ben, parce qu'on a toujours fait ça comme ça. » Donc, on fait « Oui, mais encore. » Mais personne ne peut nous donner de réponse parce que personne ne se souvient qui a mis en place la règle, qui a mis en place la procédure. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a toujours fait les choses de cette façon-là et jamais on a pensé à remettre en question ces procédures ou ces façons de faire. Donc, comme il est temps de changer la culture d'une organisation ou même d'instaurer un petit changement organisationnel, le plus dur, c'est de travailler sur les habitudes, des habitudes qui sont ancrées profondément dans la réalité et le vécu des travailleurs. Et c'est un élément qu'on voit très souvent quand on parle de comportement sécuritaire en santé-sécurité du travail. C'est-à-dire que les gens le savent que c'est dangereux le comportement qu'ils font. Ils le savent. Pourtant, ils continuent à le faire, tout simplement parce qu'ils ont toujours fait ça comme ça. Ils ont toujours fait ça de cette façon-là. Et surtout, ils se disent, bien, j'ai jamais eu d'accident de travail. Donc, pourquoi je changerais mes habitudes quand il n'y a jamais eu d'accident de travail? Fait que donc, c'est vraiment important de travailler à ce niveau-là qui est vraiment invisible, donc à l'œil nu, qui ne se voit pas nécessairement, mais qui est extrêmement important parce que c'est profondément ancré chez les travailleurs. D'ailleurs, au niveau des pompiers, donc où on doit revoir l'organisation du travail parce qu'on se rend compte que les pompiers sont beaucoup plus à risque de développer des cancers que tous les autres corps de métier parce que justement, ils sont en contact avec des toxines qui sont extrêmement nocives pour leur santé, mais des toxines qui restent collées sur leur habit. Et donc, sur leur habit de protection, avant, ces habits-là étaient vus comme presque une marque de valorisation. Donc, plus ton habit est sale, plus c'est une marque de valorisation que tu as bien fait ton travail. Mais là, on se rend compte que ces habits-là, on va devoir les laver très souvent et même directement sur le lieu de l'incendie si on veut arriver à combattre, donc, ou à tout le moins réduire les taux de cancer chez les pompiers. Et ça vient remettre en cause plusieurs habitudes qui étaient profondément ancrées dans ce corps de métier-là. Et donc, ça va être très intéressant de voir la suite sur comment on va faire pour pouvoir changer donc ces habitudes-là pour pouvoir réduire des risques en santé-sécurité au travail chez les pompiers. Je pense qu'en matière de gestion du changement dans nos organisations, il faut y intégrer un critère de santé des personnes, ce qui n'est pas le cas présentement. Donc, dans tout changement, que ce soit des changements organisationnels, mais également des processus d'amélioration continue, on doit se préoccuper de la santé des personnes et l'insérer comme étant une fonction de gestion au même titre que n'importe quelle autre fonction de gestion. Alors, je donne un exemple. On a beaucoup, dans plusieurs organisations, on entend beaucoup parler des projets Lean. Et c'est souvent bien vécu par plusieurs. C'est participatif. Ça permet aux gens d'exprimer leurs besoins et leur vision. Et donc, ça peut être fait de façon très, très positive. Par contre, ça peut être aussi mal fait et augmenter l'exposition à des risques psychosociaux dans certains cas. Et une des façons intéressantes de le faire, c'est d'intégrer dans les rencontres de discussion, intégrer un critère de santé. Quel sera l'impact de telle stratégie sur la santé des personnes? Et dans tout changement, on devrait se poser cette question-là. Quel sera l'impact sur la santé psychologique des personnes? Et on aura peut-être à ce moment-là certains choix dans nos organisations qui seront plus cohérents. On voit souvent des choix très incohérents où on va, par exemple, implanter un vaste projet en santé psychologique pour améliorer le bien-être au travail en même temps qu'on fait des coupures massives. Alors, on peut avoir des messages comme ça très incohérents ou encore on a trop de projets puis on n'a pas de vision qui intègre tous ces projets-là. Et on a à ce moment-là une espèce de surcharge en matière de changement où les gens sont fatigués d'être exposés à toutes sortes de changements et ils sont blasés. Lorsque vient le temps de parler de méthodes d'intervention ou d'outils pour l'agent de changement, mon attention se tourne
presque automatiquement, ou en tout cas spontanément, vers le champ du développement organisationnel. Et ce, en utilisant une approche qui permettait de voir l'organisation sous 4 volets. L'aspect planification, l'aspect coordination, l'aspect leadership et l'aspect du rôle de la société civile ou de l'environnement de l'organisation. Alors, en faisant ce découpage-là et en prenant aussi les différents volets d'intervention du développement organisationnel, à savoir les processus humains, la gestion des ressources humaines, stratégie et tout ce qui concerne la technostructure ou l'organisation du travail, ce regard croisé nous permettait de voir quelles étaient des interventions intéressantes pour jouer sur chacun des volets et donc renforcer la gestion des crises. Une des contributions que je trouve particulièrement intéressante pour savoir comment gérer un changement est celle d'Andrew Pettigrew, qui est un chercheur britannique et dont le nom n'est pas suffisamment connu d'après moi. Alors, Pettigrew résume en 3 éléments. D'abord, le contenu, qui réfère au pourquoi. Pourquoi on change, quelle est la stratégie de changement, qu'est-ce que ça vise à changer exactement. Donc, beaucoup autour justement de l'aspect peut-être un peu plus stratégique. Il y a l'aspect du contexte. Et ça, on ne dira jamais assez, parce que souvent, les gens cherchent des formules toutes faites, comment gérer le changement en 4 étapes faciles. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que, comme le dit Pettigrew, le contexte est très important. Et par contexte, c'est le type d'organisation. On n'a pas les mêmes traditions de gestion dans une coopérative, dans un organisme public, dans un hôpital, dans la grande entreprise ou même dans une PME. Et il y a aussi l'historique des changements. Comment ça s'est fait? Comment ça a été amené? Dans quelle région ça se situe. Bref, vous voyez, il y a beaucoup de variables qu'il faut tenir compte pour vraiment, comme on dit, avoir une espèce de changement sur mesure. Parce que si les outils sont universels, le contexte, lui, ne l'est pas. Il est toujours singulier. Et le 3e élément, c'est le processus sur lequel, d'ailleurs, on s'attarde beaucoup, peut-être trop, même parfois, au point de tomber dans de la mécanique. Mais le processus de changement, c'est justement toute la dynamique qui va s'installer lors de la mise en œuvre, qui va demander sans doute certains réajustements. Alors, en tenant compte de cette triptyque-là, mais également d'un autre élément que Pettigrew met de l'avant, qui est l'aspect longitudinal. Ce que nous dit Pettigrew, c'est qu'on a une vision beaucoup trop à courte vue de la gestion du changement. On a quelque chose, on le fait, puis on ferme les livres, puis ça va se faire tout seul. Or, il nous montre que, justement, il faut avoir un regard beaucoup plus à long terme du changement. Avec ces éléments-là, moi, j'ai conçu un modèle qui intègre 5 grands volets. La grille que j'ai appelée la grille stratégique, c'est-à-dire quelle est justement la visée du changement, quel est le positionnement de l'organisation dans son environnement. La grille managériale, quelles sont les habiletés qu'ont les gestionnaires, quelle est la structure organisationnelle à l'intérieur de cette entreprise ou organisation. La grille que j'ai appelée plus psychosociologique, donc comment les employés, est-ce qu'il y a beaucoup de frustration, d'émotions, comment les employés sont tenus en compte dans l'ensemble de l'approche du changement. L'approche aussi sociopolitique, parce que souvent des jeux de pouvoir, quels sont les groupes en présence? Souvent, et c'est important de connaître les leaders informels à l'intérieur de l'organisation qui peuvent faire la différence entre un changement réussi et un échec. Et enfin, la dimension un peu plus culturelle qui a trait autant aux artefacts, aux symboles. Des fois, faire un changement, ça touche certains symboles, comment on se voit, nous, comme personnes, et ainsi de suite. Alors donc, voilà 5 grilles. Et en fonction de là où on voit qu'il y a peut-être des questionnements, ça aide à guider le gestionnaire du changement sur quelles variables agir lorsqu'il veut mettre en œuvre le changement. La gestion des crises est un sujet incontournable et fait notamment appel à la notion d'agilité organisationnelle. Les professeurs Christophe Roux-Dufort et Carole Lalonde vont clarifier ce qu'on entend par le concept de crise et surtout nous donner des pistes pour les prévenir et les gérer. Alors, le concept de crise est sans doute un concept qui fascine beaucoup. Ça frappe l'imagination et en même temps, c'est l'un des concepts les plus difficiles à définir
parce qu'il est traversé par plusieurs disciplines. On va parler de la crise en psychiatrie, en médecine, dans les relations internationales, en communication. Et l'élément dont il faut tenir compte ou la façon même de gérer une telle crise peut prendre des directions tout à fait différentes là, selon dans quelle discipline ou quel domaine on se situe. L'autre difficulté aussi dans la définition, c'est qu'on cherche souvent à recouvrir une diversité de situations qui n'ont pas nécessairement tant de choses en commun. Hein? Souvent, on va parler des crises lorsqu'il y a des conflits de travail, lorsqu'il y a des conflits armés. Hein? Vous voyez déjà, il y a une grande différence. Les émeutes, des accidents nucléaires ou industriels, comme des déraillements de train, par exemple. Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments là, qui sont fort différents. Alors, qu'est-ce qu'une crise? Une crise, c'est deux choses, principalement. En tout cas, deux perspectives. Une perspective qui est la plupart du temps très acceptée, très connue, très populaire. C'est ce qu'on appelle la perspective événementielle. En d'autres termes, la crise, c'est un événement exceptionnel qui va avoir des conséquences exceptionnelles sur une organisation, sur une société, sur un individu, lorsque ce sont des crises personnelles. Et la gestion de crise dans ce contexte-là va consister principalement à gérer les conséquences exceptionnelles de cet événement qui, par sa nature exceptionnelle, était inattendu, improbable, surprenant. La plupart du temps, quand on parle de crise aujourd'hui dans les organisations, on parle à peu près de ça. Une définition qu'on a souvent, c'est que c'est un événement à faible probabilité et à fort impact. Mais il y a une autre perspective qui, à mon sens, est plus intéressante pour le management au quotidien. Et c'est de dire que la crise est un processus, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui dure longtemps, qui a une généalogie d'une certaine façon et qui va se développer progressivement. De ce point de vue, la crise, c'est trois composants essentiels. Le premier composant, c'est que la crise est le résultat d'une accumulation de dysfonctionnements qui, à un moment donné, arrive à un seuil de saturation qui fait que le système ne peut plus fonctionner. C'est comme si plus ça dysfonctionnait, plus ça se saturait de dysfonctionnement, plus à un moment donné, on va arriver vers un point de rupture parce qu'on ne peut plus fonctionner avec autant de dysfonctionnement. Mais ce n'est pas suffisant. La question est de savoir comment se fait-il qu'un système laisse s'accumuler autant de dysfonctionnements pour arriver à ne plus fonctionner. C'est alors qu'intervient la deuxième chose. Une crise, c'est aussi le résultat d'une accumulation d'ignorance sur ces dysfonctionnements. C'est comme si plus ça dysfonctionnait, moins on le savait. Et j'allais même aller plus loin, plus ça dysfonctionne, moins on a intérêt à le savoir, parce que le coût à payer pour reconnaître que ça dysfonctionne devient beaucoup trop élevé. Le coût politique, le coût personnel, le coût financier, le coût économique, peu importe le coût. Et la troisième composante, c'est un événement déclencheur. C'est-à-dire que ce qui va faire passer un système d'un système vulnérable, dysfonctionnant, à un système en crise, c'est un événement particulier qui n'a pas nécessairement besoin d'être important, mais qui va faire basculer l'organisation du système dysfonctionnement en système en crise. Trois composantes, l'accumulation de dysfonctionnement, l'accumulation d'ignorance sur ces dysfonctionnements et un événement déclencheur. La recherche sur les crises en entreprise emprunte différentes avenues. Le concept de signal faible retient de plus en plus l'attention des chercheurs, notamment celle du professeur Christophe Roux-Dufort. Alors les signaux faibles, ce sont des fragments d'informations qui la plupart du temps sont mal structurés, qui passent relativement inaperçus et qui sont très peu explicites, mais qui, paradoxalement, concentrent beaucoup de sens. Mais on ne peut pas comprendre la notion de signal faible si on ne comprend pas autre chose. Ce fragment d'information en tant que tel n'est pas grand-chose. Et je crois que le signal faible ne prend sa valeur qu'à partir du moment où les gestionnaires vont se poser des questions qu'ils n'ont pas l'habitude de se poser, des questions qui, d'une certaine façon, vont faire tomber les angles morts de leur perspective, et ils vont se mettre à voir et à prendre en considération certaines informations qu'ils ne prenaient pas en compte avant dans leur façon de décider, etc. Par exemple, si je suis convaincu que je ne connaîtrai jamais de situation de crise, c'est rarement le cas, mais ça peut arriver, eh bien, il y a de fortes chances que ces croyances, ces convictions que j'ai,
vont servir de filtre extrêmement puissant dans le type d'informations que je vais collecter. Si tout d'un coup, je m'ouvre à la possibilité que certaines situations de crise sont possibles chez moi, tout d'un coup, je vais prendre en considération des éléments d'information que je ne voyais pas avant parce que le filtre de ma conviction s'est levé. Et je vais prendre en compte des informations qui sont faiblement structurées, qui sont petites, mais qui en même temps sont en train de parler d'un risque potentiel, d'une évolution défavorable potentielle, etc. Lorsque l'avion Concorde s'est crashé le 25 juillet 2000 sur un aéroport parisien, on s'est aperçu dans le rapport d'expertise qui a, suivi l'accident, qu'il y avait une quinzaine de rapports d'incidents sur les trains d'atterrissage qui s'étaient accumulés depuis plusieurs années précédemment et pour lesquels on n'avait absolument pas tenu compte. On avait là affaire à des signaux faibles d'une défaillance possible, mais que la conviction des gens d'Air France, qui était de dire que le Concorde ne se crasherait jamais, les avait empêchés d'une certaine façon de prendre en compte. Alors c'est ça un signal faible, c'est une information porteuse de sens pour ceux qui se posent des questions potentielles sur leur vulnérabilité, sur leurs risques, sur leur crise. Gérer les crises dans les organisations, ça passe par une quantité d'outils avec lesquels aujourd'hui les organisations sont relativement bien équipées. On parle de mise en place de cellules de crise, de plans de gestion de crise, de plans de communication de crise. Je crois que depuis maintenant 25 à 30 ans que ce champ s'est vraiment développé dans les sciences de gestion, les sciences du management. On a affaire aujourd'hui à des organisations qui sont bien équipées en termes d'outils de gestion de crise, toujours selon des étapes bien particulières. Gérer une crise, c'est d'abord la gérer avant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut les anticiper et les prévenir. Autant qu'on puisse en prévenir certaines, évidemment. L'idée n'est pas de dire nous allons éliminer toute possibilité de crise. Il y a ensuite un certain nombre d'outils qui sont vraiment faits pour savoir comment gérer la crise à chaud lorsqu'elle est là. Donc, comment on mobilise une cellule de crise, comment on travaille en cellule de crise, quels sont les plans et les outils qu'on peut déployer en termes de communication, de gestion, de logistique. Tout ceci fonctionne assez bien aujourd'hui. Et puis, pour les entreprises les plus avancées, il y a cette question de ce qu'on va appeler le post-mortem, ou ce qu'on appelle souvent le retour d'expérience. C'est-à-dire, quel changement peut-on apporter, quelle leçon d'abord peut-on tirer de ce qui s'est passé pour apporter des changements afin qu'un tel type de crise ne se reproduise plus, ou au minimum, afin que nous soyons mieux à même de gérer une autre crise si une autre crise devait survenir. Mais je crois que l'essentiel, au-delà de ces outils, c'est bien de comprendre qu'une crise va toujours remettre en question certaines présomptions, certains présupposés qu'avait l'organisation sur elle-même, sur ses services, sur ses produits, sur son environnement, sur son management, sur ses dirigeants. Et j'allais dire, l'art de la gestion de crise, c'est d'être capable de décoder ce deuxième niveau, c'est-à-dire à quel endroit sommes-nous interpellés, nous, en tant qu'organisation ? Quels sont les présupposés qui tout d'un coup s'effondrent pour laisser un espace à de nouvelles façons de voir les choses. Ça, je pense que c'est une vraie gestion de crise si on est capable d'aller jusque-là. Et ça montre bien qu'une crise, par définition, c'est un processus qui permet l'évolution. Je veux dire, la vie sur Terre a pu évoluer là où nous en sommes aujourd'hui parce qu'il y a eu des crises majeures, des extinctions massives à hauteur de 90% des espèces vivantes sur Terre. Ce sont des crises majeures, mais qui étaient nécessaires pour ouvrir des espaces de vie différents, pour ouvrir des performances de vie différentes, et qui a permis à la vie d'évoluer. Eh bien, les crises, c'est toujours un peu la même chose. Dans une organisation, ça va détruire une partie de cette organisation, mais pour ouvrir de nouveaux espaces d'évolution. Et donc, c'est très lié, j'allais dire, ensuite au changement, et au changement qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir perdurer, pour pouvoir pérenniser l'activité qu'on développe au sein de cette organisation. Pour conclure cette capsule, le professeur Olin Gunnlaugson parle aussi de la notion de crise avec philosophie, en soulignant autant ses aspects négatifs que positifs. There's something around our current planetary, social, environmental challenges that are very daunting. But the beauty of all of this is that there's an opportunity. There's also a lot of crisis, but I would actually refer us to the Chinese framing of crisis, of the two characters, of we and ji. And with we have opportunity, and with ji, we have danger. And so it's the managing of that crisis so that we can mitigate the danger and increase the opportunity. If you can see the possibilities for this new form of business,
this can be the thing that you can get behind. This can be the thing that'll drive your projects, that'll drive your organizations, that will get you out of bed in the morning, and that you'll feel better as a person serving something bigger than yourself. We're all in this together. It's the 21st century. This moment is very delicate in many respects, and we need everybody on board to give their best leadership.